Pendant des siècles, les érudits ont étudié le temple de Kailasa depuis les airs admirant son ampleur et sa précision. La plupart pensaient que ces mystères étaient invisibles. De nouvelles analyses ont révélé une toute autre histoire, le monument qui émerveille tous les regards et qui compte parmi les plus grandes merveilles du monde indien est le temple de Kailasa. Sous le temple, des formations rocheuses sont apparues ne correspondant pas à la roche naturelle. Cette conception cachée témoigne d'une planification minutieuse. C'était un secret qui attendait d'être dévoilé depuis des siècles, un temple jamais construit seulement révélé au grand jour. Le temple de Kailasa est l'un des monuments les plus insolites jamais créés dans le monde antique. Il se situe à Ellora, dans l'État du Maharashtra, en Inde, au sein d'un vaste complexe de grottes creusées dans la roche témoin de siècles de réalisations religieuses et artistiques. Contrairement à la plupart des temples, il n'a pas été construit en empilant des pierres ou en assemblant des pièces. D'après les découvertes archéologiques, la structure entière a été taillée dans un seul bloc de basalte massif déjà en place. Aucun bloc n'a été transporté sur le site. Aucun mur n'a été érigé. Les bâtisseurs ont travaillé en enlevant de la pierre jusqu'à ce qu'un temple complet apparaisse. La montagne elle-même est devenue la structure et rien n'y a été ajouté par la suite. Aucun document historique n'explique la création de Kailasa. Il n'y a ni manuel, ni inscription, ni croquis, aucune trace d'essai et d'erreur. Le temple apparaît dans l'histoire comme un tout déjà formé sculpté dans la montagne comme s'il avait toujours été là. Les légendes locales évoquent l'œuvre des dieux. L'une d'elles raconte l'histoire d'un roi frappé d'une mystérieuse maladie qu'aucun médecin ne pouvait guérir. Une voix divine apparut à la reine lui conseillant d'invoquer le dieu Shiva. Elle se consacra à la prière, jeûnant jour et nuit tandis que la montagne elle-même sembla répondre. Selon le récit, le rocher se déplaça et céda comme guidé par une force supérieure. Et lorsque sa veille prit fin, le temple apparut parfaitement formé. Chaque pilier et chaque cour étaient taillés avec une précision divine. Qu'il s'agisse de réalité ou de légende, celle-ci souligne que la création de Kailasa exigea une habileté, une rapidité et une vision bien supérieure à ce que les écrits humains peuvent expliquer. Cette approche changea radicalement la donne pour les bâtisseurs. Les ouvriers n'assemblaient plus les éléments ni ne corrigeaient les erreurs au fur et à mesure. Chaque mur, chaque pilier, chaque escalier et chaque cour n'apparut qu'après que la roche environnante eut été dégagée. La montagne ne supportait pas la construction. Elle était remodelée pour créer un espace fini. Une fois la pierre extraite, il était impossible de revenir en arrière. Ce qui rend cette méthode particulièrement difficile à accepter, c'est l'ordre des fouilles. Selon plusieurs études, la taille a commencé au sommet de la paroi rocheuse et s'est poursuivie vers le bas. Cela signifiait que les premières coupes déterminaient tout ce qui suivait. Il était impossible de tester de petites sections ou d'ajuster les proportions ultérieurement. Une grave erreur de calcul au départ aurait compromis toute la structure sous-jacente. Plusieurs archéologues et ingénieurs experts ont commenté cette difficulté. Le Dr Ramesh Kulkarni, archéologue indien qui étudie l'architecture rupestre depuis des décennies, a déclaré dans des entretiens que même avec les outils de topographie et les équipements de découpe modernes, reproduire Kailasa serait extrêmement difficile. D'après son évaluation, un projet de cette envergure nécessiterait des années de calculs précis avant même le premier coup de pioche. La répartition des charges, l'équilibre interne, la densité de la roche et les réseaux de fractures devraient tous être cartographiés au préalable. Sans cette préparation, la structure s'effondrerait bien avant d'être achevée. Au fur et à mesure de l'excavation, la difficulté augmentait au lieu de diminuer. Des cours intérieures s'ouvraient là où se dressait autrefois la roche massive. Des escaliers descendaient vers les niveaux inférieurs. Des piliers déjà façonnés et positionnés émergeaient. Chaque élément dépendait entièrement de ce qui avait été enlevé auparavant. Selon certains chercheurs, cela confirme que les bâtisseurs ne réagissaient pas à ce qu'ils découvraient. Nous sous-estimons, nous dévalorisons le talent de nos propres sculpteurs, de nos bâtisseurs, leur connaissance, leur créativité, leur savoir-faire. Ils exécutaient un plan qui avait été décidé bien avant le début de la sculpture. Le mystère s'épaissit encore, des analyses modernes ont révélé que le temple est bien plus vaste qu'on ne le pensait. Le géoradar et la cartographie de densité ont permis de déceler des structures sous le temple visibles, des chambres cachées, des passages et des formes sculptées qui reflètent la précision du monument exposé. Ces formations souterraines suggèrent que Kailasa n'était pas qu'une simple construction de surface,
mais une création à plusieurs niveaux planifiée et réalisée avec une clairvoyance qui défie toute conception conventionnelle. Le temple visible n'est peut-être que la partie émergée d'un dessin caché bien plus vaste. Ce qui suivit ne se résuma pas à de la simple admiration. Une structure ainsi créée attira l'attention, le contrôle et finalement l'hostilité. Au fil des changements de pouvoir et de l'évolution des croyances, Kailasa cessa d'être perçue comme un simple lieu sacré. Elle devint une cible non pas parce qu'elle était fragile, mais parce qu'elle demeurait immuable, inamovible et hors du contrôle de ceux qui régnèrent après sa création. Cette tension mena à des tentatives directes de l'endommager, de la démanteler et de la faire disparaître. Un monument qu'on ne pouvait pas démanteler. D'après les sources historiques, les souverains qui ont ensuite contrôlé la région auraient ordonné la destruction ou le démantèlement de certaines parties du temple. Les raisons de ces actes restent obscures, mais les récits locaux laissent entendre que certaines tentatives visaient à anéantir non seulement le temple lui-même, mais aussi le savoir et les secrets qu'il aurait pu receler. Dans les villages voisins, certains anciens racontent encore comment des soldats et des ouvriers ont tenté en vain de percer ces murs de pierre. Les témoignages indiquent que même les ouvriers munis d'outils rudimentaires peinaient à démolir ne serait-ce que de petites sections du temple. Contrairement aux constructions traditionnelles, Kailasa ne présente ni joints, ni sections assemblées, ni points faibles entre les pierres. Chaque pilier, chaque mur, chaque escalier est taillé dans la même roche massive. Les tentatives pour abattre un pilier ou briser un mur se sont avérées lentes et largement inefficaces. La structure semblait leur résister. Les personnes impliquées dans ces efforts auraient fini par être frustrées et épuisées. D'après les témoignages locaux, c'était comme si la montagne elle-même refusait de céder. Certaines histoires vont plus loin. Des témoignages non vérifiés suggèrent que lors de certaines tentatives, les ouvriers ont constaté que même lorsque des portions de la roche extérieure étaient ébréchées, la structure interne restait stable. Des fissures et de petites entailles sont apparues, mais rien ne s'est effondré. Le temple se comportait comme une masse monolithique immuable. Chaque entaille pratiquée dans la roche ne faisait que révéler la solidité acquise par l'ensemble du monument. Les habitants se souviennent que les anciens racontaient avoir entendu le bruit des ciseaux frappant la roche résonner dans les collines pendant des jours sans que rien ne cède. De là est née la croyance que Kailasa était protégée non seulement par une ingénierie ingénieuse, mais aussi par une conception telle qu'aucune force humaine ne pouvait facilement la modifier. Les chercheurs qui étudient aujourd'hui le temple considèrent ces récits historiques et locaux comme bien plus que de simples légendes. L'analyse archéologique confirme que le démantèlement du temple serait extrêmement difficile. La masse de pierre est contenue sans aucune jointure exploitable. Même les équipements modernes auraient d'énormes difficultés à démanteler une section importante sans l'effondrer entièrement. Certains chercheurs pensent que la résistance du temple à ces attaques pourrait être intentionnelle. Ces bâtisseurs auraient pu concevoir l'édifice de manière à ce que chaque élément soutienne les autres. Garantir la stabilité face aux menaces naturelles et humaines. Cette résistance aux dommages a incité les observateurs à se poser des questions plus profondes. Si rien de visible ne pouvait être démantelé, le secret de sa force ne résidait-il pas sous la surface? D'après certains témoignages, l'échec répété des tentatives de destruction de l'édifice a incité les premiers érudits et voyageurs à porter leur attention au-delà des murs et des cours. Ils se sont intéressés aux fondations à la roche sous le temple et aux systèmes cachés susceptibles d'expliquer sa résistance à des siècles d'intervention. Selon les récits locaux, cette curiosité était précisément ce qu'avaient anticipé les bâtisseurs originaux, dissimulant leur œuvre de manière à ce que seule une étude approfondie puisse la révéler. Les tentatives répétées de destruction de Kailasa ont finalement échoué. Marquer et ébrécher le temple se dresse encore intact aujourd'hui. Sa pérennité témoigne non seulement du savoir-faire de ses créateurs, mais aussi d'une intelligence plus profonde inscrite dans la roche. Les observateurs comprirent que la masse visible ne représentait qu'une partie de l'histoire. Le véritable mystère se cachait peut-être en dessous, là où personne n'avait encore osé regarder. Cette question allait bientôt guider les archéologues à explorer les entrailles de la montagne. Pourquoi les archéologues décidèrent-ils de regarder sous le temple? Les chercheurs ont compris que creuser à l'aveuglette sous le temple serait risqué. Toute fouille sans étude approfondie risquait d'endommager ce qui avait résisté pendant plus de 1000 ans.
Ce risque les a fait hésiter pendant des années, laissant les profondeurs cachées de Kailasa largement inexplorées. Selon les rapports, le tournant décisif est survenu avec le développement des technologies de numérisation non invasives. Le géoradar, la cartographie de la densité et d'autres outils de télédétection ont permis aux archéologues de voir sous la surface sans toucher la pierre. Pour des sites comme Petra et Angkor Wat, des méthodes similaires avaient révélé des chambres cachées, des tunnels et des systèmes hydrauliques restés invisibles pendant des siècles. Le succès de ces projets a convaincu les chercheurs que Kailasa pouvait également receler des éléments invisibles. Le temple remplissait toutes les conditions requises pour ce type d'études. Il était massif immense et sous ses structures visibles, il était resté intact. Les récits locaux ajoutaient une urgence supplémentaire. Les villageois rapportaient des rumeurs selon lesquelles la montagne pourrait dissimuler des chambres ou des passages servant à des fins rituelles ou de stockage. Bien que ces histoires n'aient pu être vérifiées, elles laissaient entendre que le temple visible n'était peut-être qu'une partie d'un ensemble plus vaste. Les chercheurs soupçonnaient également que les bâtisseurs de Kailasa avaient peut-être anticipé certains problèmes d'une manière qui n'était pas immédiatement apparente. D'après certaines études, la précision du temple en surface suggère une planification minutieuse qui pourrait s'étendre aux parties souterraines. Chaque pilier et chaque cour repose sur une roche au comportement prévisible, laissant supposer que les bâtisseurs ont pris en compte la répartition des contraintes et du poids. Si cette même intelligence a guidé les parties cachées, il pourrait exister des chambres, des passages ou des vides intentionnellement conçus pour soutenir le temple visible. Au début du 21e siècle, la technologie et la curiosité se sont conjuguées. Les archéologues ne pouvaient plus ignorer la possibilité de structures cachées sous Kailasa. Ils ont alors entrepris des prospections méthodiques et non invasives, cartographiant soigneusement le sous-sol sans perturber la moindre surface sculptée. L'objectif était clair: comprendre si la stabilité et la complexité du temple s'étendaient sous terre et si la roche recelait des motifs invisibles à l'œil nu. Cette approche prudente et méthodique a finalement ouvert la voie à la découverte. Pour la première fois, les dimensions cachées du temple pouvaient être étudiées scientifiquement. Selon certains chercheurs, les premiers relevés ont produit des données qui ont immédiatement soulevé des questions. Des motifs apparus dans la roche ne correspondaient pas aux formations géologiques naturelles. Ils suggéraient une intervention délibérée, une construction intentionnellement sculptée et planifiée. L'enquête se poursuivait désormais sous la surface et la montagne silencieuse et séculaire commençait à révéler ses secrets les plus profonds. Les anomalies apparues sous Kailasa. Lorsque les archéologues ont commencé à analyser les relevés du sous-sol sous le temple de Kailasa, ils s'attendaient à trouver du basalte dense et continu. Le temple est situé à l'intérieur d'une montagne et le basalte se forme généralement en couches épaisses et continues. Or, les données des relevés ont révélé quelque chose d'inhabituel. Sous le sol du temple, plusieurs zones ne correspondaient pas à la roche environnante. Ces zones apparaissaient plus claires sur les cartes de densité, suggérant des lacunes, des perturbations ou des changements de structure qui n'auraient pas dû se produire. Au départ, les chercheurs ont envisagé des explications naturelles. Le basalte peut se fissurer, la pression peut créer des failles, l'eau peut creuser des cavités au fil du temps. Mais à mesure que les analyses étaient affinées, ces explications se sont révélées erronées. Les zones irrégulières n'étaient pas réparties aléatoirement. Elles apparaissaient à des endroits précis sous le temple. D'après les rapports, leur disposition suivait un schéma répétitif lors de plusieurs passages de balayage. Certaines anomalies présentaient des barres rectilignes et des limites bien définies. Les fractures naturelles sont généralement irrégulières et imprévisibles, ce qui n'était pas le cas ici. Plusieurs formations semblaient symétriques, avec des angles qui ne correspondaient pas aux lignes de contrainte naturelles de la roche. Selon certains chercheurs, cela a immédiatement suscité des inquiétudes. Le basalte ne se casse généralement pas de cette manière sans façonnage extérieur. Plus troublant encore était le lien entre ces anomalies et la structure supérieure. De multiples zones irrégulières apparaissaient directement sous les principaux éléments architecturaux, notamment les zones porteuses et les espaces centraux. Les chercheurs ont noté que cet alignement ne pouvait s'expliquer par le seul hasard. Selon les rapports, cette position suggérait que l'existence de la structure souterraine avait été prise en compte lors de la construction du temple. À ce stade, les archéologues restaient prudents. Personne ne prétendait connaître la nature de ces anomalies. Les relevés n'ont pas révélé de salles ni de tunnels clairement définis.
Ils ont mis en évidence des incohérences des cavités, des variations de densité des zones où la roche solide aurait dû être présente. Les données soulevaient des questions sans apporter de réponse. Les témoignages locaux ont accentué la pression sur l'enquête. Depuis des générations, les villageois et les gardiens du temple parlaient d'espaces cachés sous le Kailasa. Certains les décrivaient comme des tunnels, d'autres comme des pièces scellées. Ces histoires avaient toujours été considérées comme du folklore. D'après certains chercheurs, les données issues des scanners ont rendu plus difficile de les ignorer complètement. Pourtant, aucune conclusion n'a été tirée. Les témoignages oraux seuls ne constituaient pas une preuve. Ce qui a le plus troublé les équipes de recherche, c'est leur incohérence. Différentes méthodes d'analyse ont donné des résultats similaires. Le géoradar, la cartographie de densité et la modélisation structurale ont tous mis en évidence le même problème. Quelque chose sous le temple ne respectait pas les lois géologiques naturelles. D'après des informations non vérifiées, plusieurs experts ont admis sous couvert d'anonymat que ces motifs semblaient intentionnels, même si leur but restait inconnu. L'enquête s'est alors enlisée. Les analyses révélaient des différences, mais ne permettaient pas de les expliquer. Les anomalies étaient réelles reproductibles et de plus en plus difficiles à ignorer. Les chercheurs se trouvaient face à un choix cornélien, soit accepter que les données soient dénuées de sens, soit reconnaître que quelque chose sous Kailasa avait été façonné, planifié ou modifié bien avant que les instruments modernes ne le détectent. Cette prise de conscience a modifié la nature de l'enquête. Il ne s'agissait plus de savoir si des anomalies existaient, mais si l'une d'entre elles pouvait être examinée sans risque pour le temple situé au-dessus. Et parmi toutes ces mesures irrégulières, une formation se distinguait particulièrement. Les outils trouvés à l'intérieur de la chambre scellée. Le passage de la numérisation aux fouilles ne s'est pas fait du jour au lendemain. Pendant des années, les archéologues ont débattu de l'opportunité de perturber ce qui se trouvait sous Kailasa. Tout dommage souterrain risquait de transmettre des pressions à la structure située au-dessus. Pourtant, d'après les rapports, une anomalie ne pouvait être ignorée. Contrairement aux autres, elle était compacte, symétrique et close. Elle semblait scellée. Les données de numérisation ont révélé un espace dont la forme et la densité ne correspondaient pas à celles du basalte naturel. Ses contours étaient rectilignes et il possédait un plafond et un sol bien définis. Le plus inquiétant était sa position. Cet espace se situait directement sous une partie essentielle du temple. Les chercheurs ont noté qu'un vide accidentel à cet endroit aurait fragilisé la structure. Or, le temple situé au-dessus ne présentait aucun signe de tension. D'après plusieurs experts, cet emplacement laissait supposer une planification. Après de longs retards, une excavation limitée fut autorisée. Selon les rapports de fouilles, les travaux progressèrent lentement et entièrement à la main. Chaque couche de pierre fut documentée avant son retrait. Des riverains se sont rassemblés à proximité et auraient sommé l'équipe de s'arrêter. Certains affirmaient que l'espace en contrebas était protégé. D'autres affirmaient qu'il était censé rester scellé. À mesure que les fouilles progressaient, la texture de la pierre commença à changer. La surface plus large devenait plus lisse. Les entailles semblaient délibérées. Selon les chercheurs présents sur place, ce fut un moment critique. La roche naturelle ne se comporte pas ainsi soudainement. La pierre portait des traces de travail antérieur. L'équipe finit par atteindre une barrière solide. Celle-ci ne suivait pas le sens naturel de la montagne et ne faisait pas partie du temple situé au-dessus. Elle avait été placée là pour bloquer l'accès. Lorsqu'une petite ouverture fut pratiquée, des instruments confirmèrent la présence d'un espace creux derrière. La chambre était parfaitement scellée. Aucun courant d'air ni débris ne circulait à l'intérieur. Lorsque l'ouverture fut élargie, la lumière pénétra dans la chambre pour la première fois depuis des siècles. D'après les rapports, l'espace n'était pas vide. Des objets étaient disposés le long des parois intérieures. Certains étaient en pierre, d'autres reflétaient la lumière comme du métal. Rien ne paraissait brisé ni éparpillé. Tout semblait à sa place. En examinant les murs et le sol, les chercheurs découvrirent un autre détail. Des marques linéaires recouvraient certaines parties des surfaces de pierre. Il ne s'agissait pas de gravures décoratives. Elles se présentaient sous forme de lignes répétées, souvent entrecroisées ou groupées. D'après les témoignages, leur profondeur et leur espacement étaient constants. Certains chercheurs pensent qu'elles auraient pu servir à compter le temps des événements ou des cycles. D'autres affirment que leur fonction reste inconnue. Ce qui a frappé, c'est leur ordre. Elles ne ressemblaient pas à des marques d'outils aléatoires. L'attention s'est ensuite portée sur les objets le long des parois. Les outils étaient dans un état inattendu.
D'après les notes de fouille, plusieurs tranchants étaient encore affûtés. Les surfaces présentaient une usure limitée. Des outils restés enfouis sous terre pendant une si longue période sont généralement endommagés. Ceux-ci ne l'étaient pas. Cette découverte a suscité une vive inquiétude au sein de l'équipe et des spécialistes ont été appelés sur place. Les outils étaient de formes variées. Certains ressemblaient à des instruments de coupe. D'autres ne correspondaient à aucun outil ancien connu de la région. Leur taille suggérait une approche précise plutôt que la force. Une analyse préliminaire indiquait que certaines étaient faites d'une pierre plus dure que la roche environnante. D'autres présentaient des caractéristiques métalliques qui ne correspondaient pas aux matériaux courants de l'époque. Les interprétations ont rapidement divergé. Un groupe a soutenu que ces outils n'avaient pas pu servir à sculpter Kailasa en s'appuyant sur leur état et leur taille. D'après eux, les outils utilisés sur un projet d'une telle envergure auraient dû être fortement usés. Or, ceux-ci ne l'étaient pas. D'autres n'étaient pas d'accord. Ils ont avancé que des méthodes efficaces et la rotation des outils pouvaient expliquer ce phénomène. Certains pensaient qu'il s'agissait d'outils spécialisés utilisés uniquement pour des étapes précises du travail. Ce qui a le plus intrigué les chercheurs, c'est la disposition des outils. Ils étaient alignés. Les marques étaient intentionnelles. D'après les rapports, rien à l'intérieur de la chambre ne laissait supposer un accident ou un abandon. La chambre avait été scellée délibérément et son contenu préservé. Une fois la documentation achevée, un fait était clair, la chambre n'expliquait pas Kailasa, elle la complexifiait. Pourquoi Kailasa reste un problème que l'archéologie ne peut résoudre? Au moment où la chambre scellée et son contenu ont été documentés, l'enquête a atteint une limite infranchissable. Au lieu de répondre aux questions, les découvertes ont rendu le site plus difficile à expliquer. D'après les rapports, les archéologues ont compris qu'ils n'avaient plus affaire à un simple monument. Ils étaient confrontés à un système conçu au-delà des apparences. La sécurité devint leur première préoccupation. Kailasa avait résisté pendant des siècles grâce à l'intégrité de sa masse. Les ingénieurs les avertirent que des fouilles plus profondes risquaient de modifier la répartition du poids dans la roche. Même un léger retrait sous le temple pouvait provoquer des fissures ou un effondrement. Cette crainte ralentissait chaque décision. Chaque proposition était examinée, reportée, puis remise en question. Parallèlement, l'arrêt des investigations engendrait un autre problème. La chambre scellée laissait supposer une intentionnalité. Or, selon plusieurs chercheurs, les espèces scellées ne sont jamais le fruit du hasard. Elles existent pour protéger, dissimuler ou contrôler l'accès. Aucune inscription n'explique la raison d'être de cette chambre ni pourquoi elle était si hermétiquement close. Ce silence a davantage perturbé de nombreux experts que les objets découverts à l'intérieur. Un débat s'est rapidement engagé. Certains archéologues ont plaidé pour l'arrêt immédiat des fouilles, estimant que la préservation primait sur la recherche de réponses. D'autres ont affirmé que refuser de poursuivre revenait à accepter l'ignorance. D'après des informations non vérifiées, ces désaccords se sont envenimés. Carrière, financement et réputation étaient en jeu. Les outils retrouvés dans la chambre ont accentué les tensions. S'ils étaient fonctionnels, ils suggéraient des méthodes de planification antérieures à l'histoire écrite. S'ils étaient symboliques, leur emplacement exigeait des explications. Dans les deux cas, la chronologie admise était remise en question. Selon certains chercheurs, un aveu public aurait contraint les institutions à revoir leur copie, ce qu'elles n'étaient pas prêtes à faire. Les témoignages locaux ont ajouté une dimension supplémentaire à la situation. D'après les habitants, le temple n'était pas destiné à être entièrement mis au jour. Certains pensent que les bâtisseurs s'attendaient à ce que les générations futures s'arrêtent à la surface. D'autres affirment que perturber ce qui se trouve en dessous pourrait être néfaste. Ces affirmations sont invérifiables, mais elles ont influencé les décisions. Aujourd'hui, Kailasa demeure en suspens. Elle est scannée, mesurée et fait l'objet de débats, mais n'est pas entièrement accessible. Chaque voie à suivre comporte des risques. Les bâtisseurs en étaient peut-être conscients. Cette structure détermine toujours ce qui peut être connu et ce qui ne l'est pas. La vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour être informé des prochaines publications.